Salut. Là, je suis en attente de mon invité, Jordan Véro, qui est formateur en hypnose, qui est aussi praticien en hypnose. Et c'est convenu que les questions que je vais lui poser, il ne les connaît pas encore. Elles sont là. D'accord? Donc là, je l'attends de pied ferme. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé ou à quelle sauce il va me manger. Mais ça va être croustillant. Donc, si tu es praticienne en hypnose, et que tu veux développer ton activité et aussi étendre justement ta pratique, avoir beaucoup plus d'horizons finalement, parce que c'est ce que propose Jordan Véro dans son approche qui est iconoclaste, qui est créative, et c'est de ça dont il va s'agir dans cette interview. Donc, si tout cela te parle, fais écho en toi. Tu peux sortir un petit peu des sentiers battus, des protocoles rigides. Cette interview va t'intéresser. Donc, je te dis à tout de suite dans l'interview. Bonjour Jordan Véro, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, comme on avait convenu, tu ne sais pas à quelle sauce je vais te manger ou à quelle sauce tu vas me manger après, parce que je t'ai pas parlé du sujet de l'interview et des questions que je t'ai préparées. Alors, pour te présenter rapidement, après je te laisserai la parole. Tu es praticien en hypnose, tu es formateur aussi en hypnose et également auteur aujourd'hui de 3 ouvrages. Alors, je vais citer les noms pour celles et ceux qui sont intéressés. Donc, le guide pratique d'hypnose rapide, hypnose levier du changement et comment utiliser la confusion en hypnose. Donc, on est vraiment dans l'hypnose pure. Euh, alors, tu es installé depuis un peu plus de 10 ans, il me semble. Est-ce que tu peux te présenter aux praticiens? Oui, en fait, j'ai fait plusieurs métiers avant, mais je me suis installé il y a 10 ans. Je m'intéresse à l'hypnose depuis mes 14 ans, en fait, suite à un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, dans lequel il parlait d'hypnopédie. Et j'avais été fouillé dans la bibliothèque municipale, mais il y avait pas C'est un livre un peu hypnopédie. complotiste, hein? Un petit peu. Et du coup, je suis tombé sur des ouvrages d'hypnose et je suis tombé dedans à partir de ce moment-là. Et il y a 10 ans, j'ai décidé d'en faire mon métier parce que c'était une passion sous-jacente qui était toujours là malgré mes autres métiers. Je me suis installé d'abord à Lyon. Donc, j'ai été formé dans une grande école, comme il y en a beaucoup en France, à l'Arche, dans laquelle j'ai formé ensuite. Donc, c'était il y a 10 ans. Je me suis installé à Lyon, du coup. Et puis, petit à petit, ma pratique a beaucoup évolué parce que au niveau inductif, c'était pas trop ça, ça me convenait pas trop ce que j'avais appris. Je venais plus d'un monde où l'hypnose est un petit peu plus simple, je trouve. Et du coup, à un moment donné, je suis parti de l'Arche pour créer mes propres formations, mes propres stages. Ce qui a donné le stage d'hypnose rapide, dont le support de cours est disponible sur Amazon, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Le D'accord. stage hypnose et levier de changement, dont le support de cours est aussi disponible. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, dedans, je livre un petit peu la manière dont je pratique, qui est un petit peu différente de ce qui s'enseigne la plupart du temps dans l'hypnose dite ericksonienne. D'accord. Et moi, l'hypnose que je pratique n'est pas forcément reliée qu'à Erickson, même s'il m'a beaucoup influencé. Il y a aussi, j'ai été voir du côté de plein d'auteurs autres. D'accord, très bien. On reviendra après sur justement sur ta façon de percevoir l'hypnose et de la pratiquer. Alors aujourd'hui, notre sujet, ça va être la créativité. D'accord. C'est un sujet qui est vraiment fondamental dans tous les métiers. Peut-être plus encore dans ce métier-là où tu es en interaction avec des personnes, de véritables personnes, avec tout leur passif, et puis toute l'appréhension qu'ils ont aussi quand ils viennent voir un praticien en hypnose. Donc, tu le sais mieux que moi, tu dois gérer énormément de strates, en fait, de choses différentes en même temps. C'est ça qui rend peut-être cette pratique un peu plus intéressante. Alors, ma première question, c'est finalement, parce que tu as parlé en fait Alors, je sais que tu es un petit peu, t'es un électron libre, c'est pour ça en fait, je fais cette interview, parce que c'est intéressant. Quelle est finalement la place de la créativité dans la pratique de l'hypnose de manière générale, mais dans ta pratique à toi? Ah, c'est une vaste question. Je suis en train de l'organiser un petit peu dans ma tête pour pas être trop brouillon. Euh,
En fait, pour moi, la créativité, c'est surtout pouvoir, de mon point de vue, hein, attention, c'est surtout de pouvoir amener des choses d'autres univers dans l'hypnose, par exemple. Ou alors d'amener des choses, par exemple, je sais pas moi, de la physique dans l'univers de la pub. Ou alors amener des choses, enfin, de mélanger les univers et de pouvoir s'inspirer d'autres univers. Par exemple, regarder comment des fourmis fonctionnent pour transformer ça et créer un algorithme des fourmis. Et du coup, ça devient très créatif. D'accord. Et ça développe, par exemple, l'intelligence artificielle. Donc, pour moi, c'est vraiment la créativité, elle naît d'associations d'idées qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est-à-dire, on va associer des choses qui habituellement ne s'associent pas. Oui. Vas-y, je vais essayer de me retenir parce que je suis un petit peu, je pars dans tous les sens là. Mais c'est très Et, intéressant, on en parlera après. et du coup, en hypnose, souvent on me demande, mais d'où vient ta créativité? Comment tu fais pour être créatif? En fait, je suis pas vraiment créatif. Je vais faire des associations d'idées qui viennent d'autres endroits. Par exemple, je dis souvent aux praticiens, mettez-vous devant vous un filtre du changement et baladez-vous dans votre journée. Parce que vous allez voir plein de choses qui peuvent vous donner plein d'idées sur comment présenter, par exemple, le changement. Après, le lendemain, faites la même chose, mais avec un filtre hypnotique. Tiens, qu'est-ce qui dans la vie de tous les jours me parle d'hypnose? Je raconte souvent cette anecdote. Un jour, j'étais en train de promener mon chien, et puis il lève la patte et il fait pipi sur une plante. Euh, et du coup, je regarde la plante, et cette plante, elle sortait du goudron. Et D'accord. à ce moment-là, il y a une association d'idées qui se fait dans mon cerveau et je pense à un de mes clients que j'ai en ce moment, qui me parle souvent d'armure, qui me parle souvent enfin pas en ce moment, que j'avais en ce moment, à ce Oui. moment-là, et qui me parlait souvent d'armure, d'être bloqué émotionnellement, de ne pas arriver à faire sortir ses émotions. Et dans ma tête, ça fait, ah tiens, ça me fait penser à lui. Du coup, la fois suivante, je le vois je prends en photo la plante, et puis la fois suivante, je le vois en séance. Et puis, pendant qu'il était en hypnose, je lui dis dans un moment, je vais compter 1, 2, 3. À 3, vous ouvrirez les yeux, vous resterez dans cet état et vous regarderez cette plante-là, cette photo-là, pardon. Et je ne vous dirai pas pourquoi je vous la montre, parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Par contre, vous verrez que votre cerveau va commencer à faire des associations d'idées et que des choses vont se passer. Et du coup, je dis 1, 2, 3, ouvrez les yeux, puis je lui montre la photo sur mon portable. Et puis, je lui dis maintenant, referme les yeux. Et je le laisse quelques secondes. Et puis là, il se met à pleurer, à lâcher D'accord. plein d'émotions. Et ce truc-là, c'était pas de la créativité, c'est devenu de la créativité parce que je mets parfois un filtre dans ma vie de tous les jours où je regarde en me disant, ah tiens, ça me fait penser au changement. Ah tiens, ça me fait penser à l'hypnose, etc. Alors, est-ce que ce filtre-là ne serait pas finalement une forte manière d'être réceptif, c'est-à-dire de se mettre dans un état de, comment on dit, réceptivité, de réception des choses qui nous entourent. D'ailleurs, beaucoup de praticiens que j'accompagne pensent qu'ils ne sont pas créatifs. Euh, et ça, c'est affreux pour moi d'entendre ça. Parce que je sais que tout le monde est créatif. Et dans le mot créatif, il y a le mot création. Et la création souvent naît de l'amalgame. Quand on mélange des choses qui ne sont pas a priori, si tu veux, avec notre cadre de réflexion, amalgamables, entre guillemets, c'est là où en fait tu as des idées qui émergent. Euh, Tu penses qu'il faut être, en tant que praticien, hein, est-ce que tu penses qu'il faut être perméable à ce genre de choses qui nous entourent, à cette cohérence finalement, parce que tu es parti d'une expérience visuelle, et puis même conceptuelle quelque part, parce que cette plante qui défonce le goudron parce qu'on la pense fragile, si tu veux, la plante. Elle est verte, elle est gentille, elle est jolie, on lui pisse dessus, tu vois, et puis tu vois qu'elle arrive avec force et persistante à sortir. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait finalement, comment on pourrait d'ailleurs, en tant qu'hypnothérapeute, en tant que praticien en hypnose, devenir un peu plus réceptif? Je pense que c'est une question d'intention. Et au-delà de la créativité, je pense qu'il faut être créatif. C'est-à-dire, c'est un mélange de créativité et de réactif. Ça ne vient pas tout seul. Je pense vraiment qu'il faut avoir cette intention-là de se dire, tiens, aujourd'hui, je vais regarder tout ce qui est hypnotique dans ma vie. Aujourd'hui, je vais regarder tout ce qui est changement. Après, ça peut se bosser aussi en auto-hypnose éventuellement, en se disant, tiens, je me mets un filtre et j'imagine le filtre à ma manière. Qu'est-ce que tu Qui, entends par, qu'est-ce que tu entends par je vais être beaucoup plus hypnotique aujourd'hui? Qu'est-ce que j'entends par je vais être beaucoup plus hypnotique aujourd'hui? Ouais, Euh,
C'est être, justement, c'est presque être plus soi-même. C'est-à-dire enlever tous les filtres qui font qu'on n'est pas soi-même. Si on est vraiment… regarde un enfant, par exemple, qui n'a pas toutes les croyances, toutes les idées, toutes les pensées qui peuvent être gênantes, très souvent, il va être très inductif, enfin très hypnotique dans son Oui. regard, dans sa manière de poser une question. Et je pense que justement, être très hypnotique, c'est retourner à soi-même. C'est enlever un petit peu tous les filtres du regard de l'autre, les filtres de qu'est-ce qu'on va penser de moi, qui est un petit peu le même d'ailleurs, Oui. les filtres de nos peurs aussi, et se permettre de rencontrer l'autre sans barrière. Et Finalement, de là, se l'hypnose va détacher un arriver. petit peu de toutes les stratifications en fait, qu'on a socialement, qu'on a acquises socialement. Je pense que C'est un ça se peu, joue, mm, ça se joue là. c'est un peu aussi le but de l'hypnose, parce que l'hypnothérapeute, entre guillemets, le praticien d'hypnose, accède justement à cette partie qui n'est peut-être pas sujette qui n'est à l'intellectuel, si tu veux, à l'intellect, qui est peut-être en dehors de la sphère de l'intellect. Elle a sa façon elle a sa façon de se mouvoir, elle a sa propre logique, mais c'est une logique qui est différente. Oui, après, je pense que quand on est en hypnose, par exemple, on va être plus en association d'idées. Quand on est en dehors de l'hypnose, on va avoir une pensée plus analytique. Mm. Et c'est tout l'intérêt, justement. Euh, et, euh, Et je pense vraiment que pour développer cette créativité, ce côté hypnotique, le côté hypnotique, c'est peut-être un travail sur soi, et le côté créatif, c'est peut-être d'ouvrir son regard sur le monde et de se dire, OK, qu'est-ce qu'il est déjà dans ma vie de tous les jours? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont hypnotiques, hein. Mm. Moi, l'autre fois, j'étais au jardin, enfin, il y a un petit moment là déjà, j'étais allé marcher au jardin botanique avec ma fille et ma femme, et je regardais un arbre qui était incroyable. Oui. Son écorce s'enlevait, et derrière, il avait plein de couleurs. Et Mm. je me suis dit, ouais, c'est une sacrée métaphore de changement, ça. C'est-à-dire que toute son écorce s'effritait, donc il allait vers le plus de nudité, vers le plus De dépouillement, de, de dépouillement, oui, et puis oui. de risque aussi, parce qu'en enlevant son écorce, il est un peu moins Il protégé. Mais s'expose, oui. derrière, il y avait plein de couleurs, du rouge, du jaune, du vert. Alors, je ne me rappelle plus le nom de cet arbre, mais je l'ai en photo quelque part. Oui. Mais pour moi, c'était une métaphore de changement, pour le coup. Et d'hypnose aussi, parce que C'est ce toutes ces qui, couleurs ouais. qu'il offrait C'est ce étaient qui rend très justement hypnotiques. c'est ce qui rend cette. Alors, j'utilise énormément de métaphores aussi dans mes accompagnements, plutôt même dans les vidéos que je fais, parce que je pense sincèrement que l'être humain est un être bon, émotionnel, ça c'est sûr, mais plutôt symbolique. Donc, cette symbolique existe de partout. Il y a on va dire, un principe de cohérence dans tout ce qui existe. Et on arrive justement si tu veux, en piochant une idée ici, un truc vu là, un truc entendu là, on arrive quand même à se reconnecter à cette cohérence. Parce que l'être humain fait partie de ce tout-là. Ça m'amène à ma deuxième question, parce que tu en as parlé un petit peu. Bon, t'as fait ta formation dans cette école de cité, ensuite tu es devenu formateur. Est-ce que c'est cette prédisposition ou cette créativité, au sens le plus large, est-ce que c'est ce qui a fait que tu t'es détaché un petit peu de ce mode d'enseignement ou de pratique de l'hypnose? C'est surtout ma pratique, en fait. Dans ma pratique, je me suis dit, OK, on m'a donné beaucoup de choses, on m'a donné beaucoup d'informations. Et du coup, j'arrivais même plus à hypnotiser tellement que j'étais saturé d'informations. C'est-à-dire qu'il fallait que je me positionne comme l'autre pour rentrer dans son monde. Il fallait que je regarde la manière dont bougeaient ses yeux. Il fallait que… Et du coup, et puis il y avait un langage Technique? très indirect, très technique. Mm. Et du coup, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et du coup, je les ai mis à l'épreuve de la pratique, tous les uns après les autres, en essayant d'être plutôt… là, pour le coup, j'ai retrouvé mes anciens critères, entre guillemets, de scientifique. Moi, je suis ingénieur en physique et instrumentation à la base. Mm. Donc, je me suis dit, comment trier ça et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et il y a beaucoup de choses qu'on nous enseigne qui, pour moi en tout cas dans ma pratique, et puis en parlant avec certains praticiens, on se rend compte que c'est un petit peu la même chose, qui servent à rien. Et du coup, ça permet d'épurer la pratique et de mettre un focus sur ce qui est vraiment important, sur ce qui permet vraiment d'amener une personne en état d'hypnose et d'aller vers son changement. Donc c'est surtout le tri qui m'a D'accord. permis d'aller vers une autre forme d'hypnose, de ne pas prendre tout ce qu'on m'avait dit. Enfin, moi, j'avais des peurs qui n'étaient pas les miennes. Euh, je- et, C'est-à-dire?
Par exemple, il faut être très indirect pour que quelqu'un aille en hypnose. Si je ne suis pas assez indirect, il n'ira pas en D'accord. hypnose. Ce qui est faux, parce que tu peux être très, très direct et la C'est une personne peut croyance, partir même finalement. plus facilement. Voilà. Mais ça générait une peur en moi. C'est-à-dire Oui. que dans l'accompagnement, j'étais focalisé sur la manière dont je parlais. Alors, Et du coup, finalement, je est-ce que n'étais pas avec l'autre. c'est aussi la peur de ne pas être performant? Oui, On j'étais dans suit. ma tête, en fait, Ouais. au lieu d'être avec l'autre. C'était un peu une idée de performance et de technique et tout ça, ça me saturait et ça me ramenait à l'intérieur de moi, au lieu de m'amener en vision de l'autre, en observation de l'autre. Finalement, quand tu avais cette pratique-là, quand on a cette pratique-là qui est rigide, si je comprends bien, euh, on sort en fait finalement de la relation qu'on a avec son client. On est plutôt centré sur soi-même, sur sa performance, Mm. sur son rendement, si tu veux. Ouais. Et est-ce que, Et du coup, au détriment de la ouais, relation au détriment de la relation et peut-être aussi au détriment du résultat aussi. Il y aussi. a de grandes chances. À vouloir être performant, technique et très indirect, regarder calibrer à fond, etc., finalement, on obtient moins de performance. Moi, j'ai failli abandonner. 2 ans Ah oui, carrément. après ma formation, j'ai failli abandonner tout le côté hypnotique que j'avais découvert avant, qui était pas ludique, mais qui était, enfin, si, il était quand même ludique. Je l'avais Stimulant, un on petit va peu dire. perdu. Ouais, stimulant, on va dire. Oui. Je l'avais un petit peu perdu. Bien sûr, j'avais acquis des choses au niveau thérapeutique, par exemple. Et Hmm. attention, cette école m'a apporté plein de choses. Oui, Mais sur le plan inductif, par contre, j'ai plus perdu des choses. Pour le d'accord. coup. Et le consultant, le client, quand il est en séance et que quand tu as cette façon de faire qui est rigide, est-ce qu'il le ressent? Je ne peux pas parler à sa place, mais en tout cas, Est-ce que tu as des retours de personnes où tu sens toi-même en tant que praticien que ça accroche pas, que tu le perds parfois? maintenant moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, oui, ça se voyait, parce que moi, je filme toutes mes séances. Donc, ça D'accord, se voit, quand je regarde des vidéos de mes premiers temps et des vidéos d'accord. de maintenant, je vois une énorme différence. Il y en a un où je suis rigide, même dans la posture, je suis pas moi-même, en fait. Je Hmm. suis rigide, tendu, j'ai les épaules toutes tendues, je suis dans la performance, je ne Alors, suis c'est pas c'est pas moi. une tentation un petit peu. Enfin, tu sais qu'en France, le mouvement psychanalytique est assez pesant. Bon, un petit peu moins ces dernières années, mais le mouvement freudien, si tu veux, tu me rectifieras, a peut-être influencé la façon d'aborder la psychologie de manière générale et la façon d'aborder même l'hypnose, l'enseignement de l'hypnose. Est-ce que c'est pas quelque chose qui se rapproche un petit peu de cette approche rigide, très catégorisée, très catégorielle, très… Il peut y avoir un peu de ça. Après, l'hypnose a influencé, a même été, enfin, même si ce n'est pas la naissance de Hmm. la psychanalyse. La psychanalyse est née surtout de l'esprit de Freud, mais elle est Oui. passée un petit peu par l'hypnose, par les notions de transfert et de contre-transfert, par exemple, ont été quand même pas mal liées à ces expériences de l'hypnose qu'il a finalement abandonnées. Donc les deux se sont influencés. Le courant psychanalytique freudien, personnellement, effectivement, je le trouve un petit peu rigide et extrêmement projectif. Il ne me plaît pas trop. Lacan, j'en parle pas non plus parce que je me tairai là-dessus. Oui. Par contre, le côté de Jung était beaucoup plus intéressant, je trouve, et ressemble un petit peu plus à ce qu'on peut faire en hypnose. Je pense que c'était un courant par lequel on devait passer. La psychanalyse a quand même développé l'imaginaire. Hmm. Maintenant, il y a effectivement des tris à faire. Et par contre, les deux pratiques, l'hypnose et la psychanalyse, même si on tend parfois à les faire se relier, Les pour moi, postulats, les postulats de départ sont différents, les paradigmes sont ouais, différents. les paradigmes sont Oui. différents. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de lien possible entre les Hmm. deux. En tout cas, c'est difficile de faire un lien Enfin, parce qu'il y plutôt, a… si tu veux, mon intervention, c'était pas tant par rapport au lien que par rapport à Hmm. cette façon d'enseigner, parce que tu as été formateur et tu trouves que, Ah, euh, c'est-à-dire la façon d'enseigner, cette façon rigide et, si tu veux, très, entre guillemets, scientifique, c'est-à-dire avec un protocole, avec l'induction, protocole, tu vois, et c'est peut-être ça qui a causé du tort, c'est-à-dire le cadre, si tu veux, a étouffé l'esprit même de la pratique. alors, puisqu'on parle de ça, je suis pas contre les protocoles, ni contre les scripts, ni Ça, contre tout c'est ça. ma prochaine question, celle-là, j'arrive, j'y arrive. Alors, je la garde peut-être pour tout à l'heure. Alors, je reprends où on en était. Non, 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 vas-y, vas-y.
D'accord. Je ne suis pas contre les protocoles et je ne suis pas contre les scripts. Par contre, je suis contre la lecture d'un script et contre la Oui, rigidité du protocole si on se cantonne à lui. Le protocole pour apprendre peut être intéressant. Euh, En revanche, c'est plus le côté inductif qui me gêne. Le côté inductif, le côté inductif est souvent protocolisé, par exemple avec les spirales sensorielles, les visions périphériques, mm. des choses comme ça qui vont être, qui sont pas si inductives que ça. Une spirale sensorielle n'est pas très Tu inductive. vas En te, revanche, tu vas te partir faire pas sur mal des d'ennemis là. phénomènes… Comment? Tu vas te faire pas mal d'ennemis. La dernière phrase est Peut-être. assez. Si on regarde Erickson travailler, Oui, par exemple, puisque c'est quand même de lui que viennent l'hypnose dite ericksonienne, oui. si on regarde Erickson travailler, la plupart de ses séances, pour ne pas dire toutes, commencent par un phénomène hypnotique. Dans aucune, il y aura une spirale sensorielle. Dans Mm. aucune non plus, il y aura une vision périphérique. Par contre, il a un petit peu un côté protocolaire dans l'induction. Par exemple, d'abord, focaliser l'attention. Donc, par exemple, focaliser le regard. Deuxièmement, métaphore d'apprentissage, très souvent. Troisièmement, dissociation conscient-inconscient. Quatrièmement, suggestion directe. Par exemple, I want you to sleep, deep asleep, sound asleep D'accord. now. C'est une phrase qu'il utilisait assez souvent. Donc, il avait quand même une façon, Un process. un process, mais ce process était très large. C'était Et un des fois, il cadre. allait le faire avec une lévitation de main, des fois, il allait le faire D'accord. avec une approche de la main, des fois, il allait travailler avec… la personne ne pouvait que marcher, donc il allait la faire marcher, mais lui donner des ordres pour la faire marcher jusqu'au moment où elle était prête à s'asseoir. Donc, il y avait un espèce de cadre, mais pas aussi rigide. Et la spirale sensorielle, par exemple, pour prendre cet exemple, Oui. est une auto-induction qui a été créée, je crois, par Elisabeth Erickson, qui était pour l'auto-hypnose. Et effectivement, pour l'auto-hypnose, elle est intéressante. D'accord. Et encore, on peut très bien le faire autrement. Elle est intéressante aussi lorsqu'on fait une conférence pour hypnotiser une foule, mais avec une personne, autant que la personne sente vite l'état hypnotique. Autant que la personne, elle commence tout de suite à se sentir compétente avec ça. Et que tout de suite, il y a une part inconsciente qui se développe. Dans la spirale sensorielle, la part inconsciente, elle est longue à venir. Hein. La part Oui. automatique, elle est très longue à venir. Du coup, Après, Hmm. c'est doux, ça a d'autres avantages. Mais Du coup, après avoir crucifié tous ces, toutes ces pratiques-là, à quoi servent les protocoles finalement? Est-ce que les protocoles ont une utilité dans les la pratique protocoles, quotidienne? les protocoles, je pense qu'ils ont une utilité pour apprendre. C'est-à-dire que D'accord. pour les gens qui ont besoin d'une linéarité d'apprentissage, d'avoir les points A, point B, point C, ça leur permet d'apprendre. Après, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai proposé d'ailleurs dans Hypnose et levier de changement, c'est de voir quels sont les constituants actifs d'un protocole. Hmm. Pour ceux qui connaissent, par exemple, je prends le recadrage en 6 points. Dans le recadrage en 6 points de la PNL, Oui. en fait, le principe actif, il y a deux leviers. L'acceptation, c'est-à-dire qu'on va diviser le problème en deux, ça c'est une méthode. On divise le problème en deux, c'est-à-dire que le problème, c'est une intention et un choix pour l'atteindre. Et une intention utile. Donc ça, c'est juste une division, c'est une méthode. On peut diviser une personne aussi, diviser tête, cœur, esprit, tripe, cœur, tête, Oui. ou alors comme Gallegos avec les 7 points de chakra, etc. Donc ça, c'est la division. Il y a une deuxième division dans le recadrage en 6 points, c'est partie créative et partie responsable du choix. C'est une deuxième division. C'est tout. On dit que la personne, elle est créée d'une partie créative et d'une partie responsable du choix. Et ensuite, on va créer des liaisons entre ces 4 choses. Et en fait, D'accord. si on regarde le recadrage en 6 points, il crée à la fois une acceptation, c'est-à-dire que s'il y a une intention utile, mon problème devient plus acceptable, et des nouveaux choix, c'est-à-dire que je cherche une autre manière d'atteindre cette intention. Donc, en fait, derrière ce protocole de PNL qui est très rigide pour le coup, si on comprend les principes actifs, c'est-à-dire les méthodes qui sont dedans et les leviers dedans, et qu'on repère dans tous les protocoles les méthodes, au bout d'un moment, on peut créer sur mesure avec le client. Donc, le protocole donne une linéarité pour apprendre qui n'est pas inutile. On peut très bien apprendre avec un protocole. Et ensuite, il faudra apprendre à s'en détacher en remarquant les composants actifs dedans.
C'est en gros, tu as une recette, elle est super bonne. Tu peux la faire tout le temps de la même façon, mais tu peux aussi te dire, OK, quels sont les aliments qui se relient bien? Quels sont ceux qu'il vaut mieux diviser et enlever de cette soupe, Alors, par exemple? ça va me pousser à te poser une question qui n'était pas prévue. C'est que parce que je reçois en fait aussi énormément de praticiens qui sont dans cette rigidité. Alors, pas forcément au niveau de pédagogique, au niveau de ce qu'ils ont fait comme étude, mais au niveau de la démarche pour se faire connaître. Il y a parce qu'ils ont appris, ils ont lu dans les livres qu'il fallait, par exemple, 5 points par lesquels il faut passer absolument pour se faire connaître d'une telle ou telle manière ou pour travailler avec tel ou tel type de personne. Euh, et le travail consiste aussi, donc, on ne relie pas ces points-là, parce qu'ils peuvent être un support, si tu veux, comme tu l'as dit, d'apprentissage. Mais la question qui me vient à l'esprit, simplement, parce que moi, j'ai un gros problème personnellement avec l'école. Je suis fâché avec l'école. Depuis, voilà, je suis vraiment fâché avec l'école. Parce qu'elle justement, elle contraint. En fait, elle étouffe avec un cadre. Est-ce que dans ces écoles-là, il ne serait pas plus intéressant d'élargir ce cadre-là et de partir du principe que ces principes sur lesquels on se base pour faire apprendre telle ou telle pratique de l'hypnose, parce qu'il y a plusieurs types d'hypnose, plusieurs approches, en fait, quelque part, qu'est-ce qui bloque finalement ces écoles ou ces modes d'enseignement? Qu'est-ce qui les empêche d'élargir un peu le cadre? Alors, il va y avoir du troll là. Il y a plusieurs choses, je pense. Attention, c'est un avis personnel ce que je vais dire, D'accord. d'accord? Euh, Tu peux sortir ton je- joker, il n'y a pas de souci. Non, 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 je suis là pour. Non, c'est pour comprendre justement comment on peut faire évoluer justement cette pratique. Pour enseigner les méthodes de base, moi j'enseigne les méthodes Oui, et je montre comment les relier. C'est pas aussi simple que de passer par des protocoles. Par contre, une fois que tu es dans les protocoles, bah, tu vas y être enfermé et il va falloir en sortir. Parce que sinon, tu te demandes, OK, il faut que je fasse un recadrage en 6 points, il faut que je fasse Rossi, il faut que je fasse une RHP, il faut que je fasse telle chose. Mais en fait, il y a des parties de chaque protocole qui pourraient être utilisées, des ingrédients de base qui pourraient être utilisés pour créer un protocole sur mesure pour la personne. Mais c'est pour le faire moi, je me rends compte que c'est un petit peu moins simple hum. d'enseigner le truc en partant des briques de base pour les relier les unes avec les autres. Alors, quel est le fil directeur justement? Euh, Quel est le ce fil fil directeur que tu pourrais transmettre? Bah, le fil directeur, je pense que c'est justement de présenter les méthodes unitaires et Hum. ensuite de montrer, de prendre un protocole et de dire alors, qu'est-ce qu'il y a comme méthode là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme levier là-dedans? D'accord. Et ensuite de leur dire maintenant, cette autonomie que vous gagnez à repérer les méthodes et repérer les leviers, ce serait intéressant de la faire sur tous les protocoles. Moi, c'est le chemin par lequel je suis passé, hein. D'accord. C'est-à-dire, vous prenez tous les protocoles et vous vous dites OK, quelle méthode il y a dedans? Quel levier il y a dedans? Et ensuite, comme ça, ils se font leur propre tambouille et leur propre machine à outils. C'est le propre du jeu finalement, parce que tu peux apprendre les règles d'un jeu de manière très très rigide, et puis, mais tu n'auras peut-être pas forcément toutes les nuances du jeu. Hmm. Bah, par exemple, moi, quand j'étais gamin, je jouais beaucoup avec les Lego. Et ça me rappelle trop les Lego. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, il y avait des briques qui servaient à faire des murs pour faire mes bases. Et puis, il y avait des petits trucs qui bougeaient comme ça. J'appelais ça les Transformers à l'époque. Oui, Mais ces Transformers, ils servaient à faire des murs amovibles, par exemple. Mais ils servaient aussi à faire plein d'autres choses. Et quand tu sais à quoi sert chaque constituant et quelle chose ça fait bouger, qu'est-ce que ça permet. Par exemple, il y avait des briques qui étaient lisses, ça permettait de faire glisser des choses. On pouvait faire des murs coulissants. Ça permettait aussi de créer quelque chose, par exemple des toboggans ou des choses comme ça. Quand tu as compris le principe de chaque pièce, tu peux créer à foison. Et le but enfin, moi, les formations telles que je les vois, c'est que le client, le stagiaire, celui qui vient apprendre, puisse à un moment être un créateur et non pas un copieur. Et je rejoins un petit peu ce que tu disais. Qu'est-ce qui empêche de faire ça dans les grandes écoles? Bah, c'est le petit troll. C'est que bah, si on regarde bien, depuis que Lockhart a lancé sa formation d'IFHE, il l'a sûrement pris ailleurs aussi, hein. Moi aussi, j'ai pris plein de choses ailleurs. Ben, ça se recopie en France. Par exemple, on enseigne d'accord. l'ADO pour l'entretien, alors que l'ADO, elle est nulle pour l'entretien. L'ADO, normalement, c'est un protocole de PNL qui contient des leviers de changement. Pour Donc, définir ses objectifs. pour définir ses objectifs et Oui, les activer. oui, C'est-à-dire qu'à la base, c'est même pas pour déterminer un objectif, c'est pour provoquer le changement, ce protocole de PNL. Et normalement, il dure entre 40 minutes et 1 heure.
Ce qui Donc est on sent énorme. bien que, donc on sent bien qu'en début d'un entretien, ça n'a aucune utilité. Quand on travaille en hypnose, on ne travaille pas de cette façon. Si vous regardez Erickson, ses entretiens, ils duraient en gros 2 minutes. Allez, peut-être 4 minutes. Parce que Ces entretiens, le travail se fait dans l'exploration finalement. le travail va se faire en hypnose. Donc, Mm. si on passe 40 minutes à décortiquer un entretien en partie analytiquement, en partie Oui, émotionnellement, et qu'on va aussi chercher des ressources, par exemple, alors que ces ressources, elles sont intéressantes quand on active le levier nouveau choix, mais elles ne sont pas toujours intéressantes. Les ressources, il va nous les donner inconsciemment aussi. Donc, c'est ce truc-là, cette copie permanente, parce que c'est simple de oui. reprendre quelque chose qui existe et qui s'est déjà vendu. Et je trouve que c'est là qu'est le problème. C'est justement qu'il manque de la créativité, c'est Mm. qu'on ne se permet pas de se dire, OK, comment on change l'enseignement? Si on Que- regarde bien, il y a ouais. toujours la synchro, il y a toujours les accès oculaires, il y a toujours tout ça, alors qu'il y a plein de choses qui ont été remises en cause depuis. Mm, mm. C'est cette rigidité ça marche. On sait que quand on enseigne comme ça, les gens viennent et ça fonctionne. Et il Alors, y en a qui réussissent. ce que j'allais te dire justement, c'est que très souvent, en fait, quand on manque d'imagination, quand on manque de créativité, on suscite chez la personne qui est en face une certaine froideur. Et tu sais que quand tu travailles avec des personnes qui viennent en cabinet parce que ils viennent pas, c'est pas de la gourmandise, hein, ils viennent parce ces personnes ont des problèmes, de véritables problèmes. Euh, Quand tu as une personne, par exemple, qui fait durer un entretien entre 40 minutes et 1 heure, euh, tu perds un petit peu cette dynamique qui a fait venir la personne. Parce que tu fais rentrer la personne dans une démarche intellectuelle. Oui. Et c'est Et, peut-être pas et, forcément ça que tu cherches. et en plus, tu risques de créer le fait que la personne se dise, bon, j'arrive pas à lui donner ce qu'il veut Oui. parce qu'il n'arrête pas de creuser. Donc ça risque de le mettre ça risque de la mettre dans une incompétence. Mm. Alors, attention, la DO, elle peut être intéressante lorsqu'elle est très hypnotique, par exemple. Elle peut être intéressante comme un protocole, c'est-à-dire que lorsqu'on D'accord. relie l'hypnose elle peut être intéressante. Quand elle est formulée Mais différemment. voilà, mais on peut faire des choses tellement plus simples. Si vous regardez les manières d'utiliser l'entretien, parce qu'il y a des formateurs qui créent, par exemple Laurent Bertin, ces entretiens, ils peuvent être extrêmement rapides et ils vont toucher Mm. le cœur du truc très rapidement. Antoine Garnier va travailler encore différemment. Son entretien va être très court et il va passer assez rapidement en hypnose. Et moi, je fais partie de ça aussi, parce que je pense qu'on réfléchit de toute façon pas analytiquement de la même façon qu'on réfléchit en hypnose. Et du coup, Euh, la question qui vient tout de suite après, ok. c'est pratique. Est-ce qu'il y a des connexions entre toutes ces personnes-là, finalement? Parce que ça ressemble un petit peu à un nouveau mouvement, une forme d'émancipation de toutes les règles, ou peut-être pas de toutes les règles, mais d'une partie des façons avec lesquelles on pratique cette hypnose-là. Est-ce qu'il y a des connexions ou des interconnexions entre ces personnes pour apporter une voie différente? Alors, très sincèrement, moi, Parce que l'impression que si j'ai, c'est qu'il y a des personnes qui sont créatives, hein, mais chacune dans son coin. bah, pas tant que ça. Je vais te donner un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui travaille dans le domaine militaire qui s'appelle Jérémy Nouang, qui est extrêmement créatif. Et on discute beaucoup ensemble. Je discute beaucoup avec Laurent Bertin aussi. Je discute beaucoup avec Antoine Garnier. C'est pas que sur Facebook qu'on discute. Par exemple, on va Oui, discuter. Moi, j'appelle Laurent Bertin de temps en temps parce que d'accord. des fois, il va pas me coacher, mais me parler en tant qu'ami, ça va m'aider parce que sur le plan commercial, je suis pas très bon, par exemple. Il peut m'aider sur ce côté-là. Avec Antoine, je discute beaucoup de la profondeur de l'hypnose, des choses comme ça. Et en fait, on se nourrit les uns les autres d'une certaine manière. Là, j'ai été me former, par exemple, avec Antoine. J'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. D'accord. Il est très doué sur la manière d'utiliser l'imaginaire, par exemple. Jérémy est un explorateur incroyable. Il explore des choses que personne n'a jamais explorées, je pense, et même pas Erickson. Euh, il va très loin dans l'exploration. Euh, Laurent, Est-ce qu'il y aurait finalement une sorte de... Parce que l'interconnexion, ça c'est bien, ça c'est très bien. C'est bien pour toi et pour ceux avec lesquels tu interagis. Mais ma question, en fait, était plutôt portée sur les praticiens ou les gens qui veulent se former pour rentrer dans l'hypnose. J'ai eu d'ailleurs une discussion avec une personne qui se posait la question il y a une semaine, qui était dans un dilemme incroyable. Elle ne savait pas quelle formation choisir, quel type d'hypnose choisir. C'est une question qui est très, très prenante, très, très, très compliquée à régler quand on n'a pas vraiment d'outils pour comprendre dans quoi on s'engage. Donc, le seul discours, si tu veux, aujourd'hui qu'on a
sur l'hypnose et comment se former, c'est le discours des grandes écoles, parce qu'elles se donnent les moyens en termes de communication pour faire diffuser leur message. D'accord. Mais c'est dommage finalement. Alors, je ne dis pas que leurs protocoles, leur façon de faire ne sont pas. Tout est à jeter, hein. Il y a du monde partout. Mais dans cette démarche, dans ta démarche, et puis dans d'autres démarches d'autres praticiens, comment on pourrait faire en sorte finalement que, peut-être pas la pratique qui est la tienne, mais la démarche qui est la tienne, ou la démarche qui est celle de tes colistiers, puisse se répandre, et puis que les personnes qui veulent se former, les personnes qui sont déjà formées, puissent se réapproprier cet outil de manière différente, qu'elles voient qu'il y a une possibilité différente, qu'il y a des voies différentes. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas très orienté, ni moi, ni Antoine, ni Laurent. Laurent commence, hein, et on n'est pas très orienté sur former des praticiens. Parce que les grandes écoles, elles ont pris le terrain d'une certaine manière. Et puis, c'est pas forcément simple d'enseigner la manière dont on enseigne dès le départ. Moi, je suis en train de travailler dessus pour pouvoir permettre aux gens, mais je pense que il va falloir des outils un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il va falloir que les personnes bossent de leur côté et non pas forcément bossent en école. Oui. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de l'ordre de, tiens, on te donne un outil, travaille-le, des outils aussi de vérification de l'acquisition, et ensuite on bâtit dessus un peu. Donc je pense qu'il y a un format qui doit être un petit peu différent. Moi, je travaille sur un format là en ce moment où les vidéos seraient en amont et les gens pourraient bosser dessus, et la pratique, ce serait quand ils auraient tout acquis. C'est pas facile à mettre en œuvre. Et je pense qu'effectivement, des formations en présentiel seulement, acquérir l'hypnose en 30 jours, où on travaille toujours, c'est compliqué de l'acquérir sans protocole et sans induction très formalisée. Par contre, il y a un autre format qui est possible, qui est plus sur la longueur. Il y a un autre format qui est possible, à des prix qui ne seront pas plus chers, même qui seront sûrement moins chers, parce qu'il n'y a plus de présentiel, et qui vont permettre à la personne d'acquérir, mais de l'acquérir vraiment, et d'acquérir une petite chose, puis une autre petite chose, Finalement, c'est un puis une autre processus de petite chose, validation. et Valider et petit à d'accepter. petit, c'est ça. Et petit à petit, une fois que chaque chose est acquis, on grimpe d'un échelon, et on grimpe d'un échelon. Ce qui fait que quelque chose se construit et qui reste flexible. C'est-à-dire qu'on apprend des choses de base qui vont permettre, en les assemblant, en aidant la personne à comprendre comment elles s'assemblent, de créer leur hypnose. Plutôt que de créer l'hypnose de Jordan Véro ou de créer l'hypnose d'Antoine Garnier, etc. Surtout pas. Ou de créer l'hypnose de Kevin Finel. C'est surtout pas l'idée. Et d'ailleurs, Kevin est d'accord avec ça. Il dit, le but, c'est de créer le praticien. Donc, les intentions qui sont derrière, je pense qu'on a à peu près toutes les mêmes. Hein, c'est de transmettre un outil qui soit facile à intégrer. Mais je pense qu'on peut le faire de différentes façons. C'est l'essence. Oui. Mais c'est compliqué. C'est l'aspect transformer la pédagogie qui existe actuellement. Très sincèrement, je trouve ça pas simple. Moi, mon stage hypnose rapide de 2018 n'a plus rien à voir avec le stage de 2020. Et encore, celui-là, ça va, mais mon stage levier, il a complètement changé. Il est explosé complètement. Je l'ai transformé complètement parce que sur un plan pédagogique, le premier n'était pas terrible. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc qui est important. Il faut qu'on arrête de copier. Il y a Antoine Garnier qui en parle dans un de ses derniers podcasts. Mais il faut qu'on arrête de se copier les uns les autres. Il faut qu'on fasse émulsion les uns les autres. Moi, j'avais invité Philippe Miras qui m'a invité en retour. On a deux façons de travailler complètement différentes, mais il y a des interconnexions. Elles sont intéressantes à aller explorer. Et c'est ce côté, justement parce que c'est des individualités qui vont travailler différemment et ce n'est pas un cours avec un formateur interchangeable qu'on va pouvoir faire des interconnexions et que les stagiaires peuvent vraiment faire faire leur marché en fait. Oui. Et je pense que de toute façon, on ne peut pas se former. Déjà, pour moi, il n'y a pas plusieurs hypnoses. L'hypnose humaniste, l'hypnose ericksonienne, enfin dite ericksonienne parce que ça n'a rien à voir avec le travail d'Erickson, l'hypnose d'Erickson qui est encore une autre hypnose, l'hypnose de Janet et tout ça, c'est pas plusieurs hypnoses, c'est la même en fait. C'est plusieurs démarches, c'est plusieurs chemins finalement. C'est plusieurs croyances en fait différentes surtout, mais les outils sont les mêmes. Il n'y a pas d'outils différents. On dit qu'en hypnose humaniste, il n'y a pas de dissociation. Il y a de la dissociation aussi. Il y a de la dissociation dans toutes les hypnoses. Donc,
faut peut-être qu'on arrête de découper l'hypnose pour pouvoir tous se poser la question, tiens, comment on fait cet enseignement-là? Alors, c'est l'exemple que je donne très souvent des études de médecine, d'ailleurs. C'est que, je crois, la deuxième, troisième année, on commence à disséquer les corps. Et c'est une façon d'apprendre, en fait, le fonctionnement, de guillemets, des organes. Sauf qu'on travaille sur un organe qui est mort. Et que, par essence, la fonction de l'organe, elle est réelle quand il est en vie. Parce que non seulement il travaille pour lui, mais il travaille pour tout le reste de l'organisme. Et quand tu travailles sur de la matière inerte, de la matière morte, finalement, en la décortiquant, tu perds juste de cette vie, de cette cohérence. Et ça, c'est vraiment problématique. Alors, juste pour en fait, commenter ce que tu as dit, ce serait intéressant peut-être de créer un forum. Alors, on ne va pas appeler ça la nouvelle hypnose, mais de créer un espace d'échange. Alors, je sais quand tu dis que vous échangez, mais ça serait aussi plus excitant pour tous les autres praticiens qui sont déjà dans l'exercice, qui veulent se former, d'accéder à cet espace-là, d'écouter en fait ce qui se dit. Ça pourrait être extrêmement enrichissant pour tous les autres. Alors, je te vois sourire, il y a peut-être quelque chose en gestation? Non, c'est pas ça. C'est des choses qui ont déjà été réfléchies un petit peu. Par Oui, exemple, avec Antoine et Laurent, on avait prévu de créer un truc comme ça. On d'accord. y réfléchit encore. Euh, pour moi, c'est quand même complexe ce genre de choses. Parce que dès qu'on présente, souvent, il va y avoir débat. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas s'affranchir des débats. Et de Débat ou toute façon, polémique? les deux, débat et polémique. Ok. Il va y avoir un petit peu des deux. Comme c'est un débat d'idées et qu'on peut discuter, ça va, mais des fois, ça va rentrer dedans parce que bah, forcément, si on touche des protocoles et que si par exemple, je commence à dire les protocoles, c'est pas la meilleure façon de faire de l'hypnose, celui qui est en face et qui en fait va émotionnellement pas se sentir bien. Donc, il va Forcément. défendre son outil. Par exemple, quand je dis que la synchro sert à rien, parce que alors ça, par contre, beaucoup, j'en suis persuadé, que la synchro sert à rien et qu'elle ramène la personne à l'intérieur d'elle, je parle de la synchro posturale, Oui. bah, tous ceux qui l'enseignent se sentent visés, alors que c'est pas forcément le but. Le but, c'est de se dire, OK, mais pourquoi on ne remet pas en cause ces outils? Parce que s'ils ne servent pas, s'ils n'ont pas d'utilité, et si autant de stagiaires en ont souffert, parce que c'est pas quelque chose que je suis le seul à avoir vécu, il y a beaucoup de Oui. stagiaires qui m'en parlent. Pour créer du rapport, il y a des choses beaucoup plus simples, on sait le créer. Donc ça va toucher émotionnellement celui qui l'enseigne. Donc du coup, il va y avoir une explosion interne qui va jaillir dans les mots. Du coup, en face, bah, Après, si tu veux, c'est peut-être le prix à payer pour amener une pratique. Parce qu'au final, si tu veux, moi, dans ma pratique professionnelle, puis de manière générale, la seule chose qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est-à-dire de la personne, du client final. C'est absolument ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que si demain, j'ai des outils qui ne fonctionnent pas ou parce que j'ai appris, parce qu'on a tous fait ce chemin-là, c'est un classique. Tu commences par des chemins, c'est très cadré, et après tu sors du cadre. Ensuite, tu crées ton propre cadre et puis tu expérimentes. Et tu continues à affiner ton outil. Et ça me si, fait penser à une chose, il faut que je le note. d'accord. Donc, si tu veux, si l'outil n'est plus aiguisé, soit il faut l'aiguiser, soit il faut le changer. Mais c'est ce que je dis d'ailleurs, parce que j'ai un discours qui est assez cash publiquement. Euh, c'est que parfois, il faut un peu se faire violence, sortir un petit peu de cette petite zone de confort, entre guillemets, euh, pour aller chercher ce qui marche. Parce que, in fine, j'ai eu énormément de discussions avec des praticiens en hypnose qui me disent justement que, euh, en fait, ils me le disent de manière indirecte, c'est-à-dire qu'ils sentent cette souffrance dans la pratique. Euh, ils ne disent pas que c'est rigide, mais ils n'ont pas vraiment les résultats qu'ils cherchent. Et le problème, c'est qu'ils se remettent en question. Ils se disent, c'est peut-être moi qui fais mal les choses. Alors que peut-être que l'outil qu'ils manient n'est pas bon. Tu ne vas pas faire, un taboulé je sais pas moi, avec un sabre. Ça ne marche pas. Ça va être Il te faut compliqué. l'outil adéquat. Tu vois. Et c'est vraiment important que Alors, c'est peut-être ce que je veux dire, c'est peut-être le prix à payer. Parce que euh, quand tu en es thérapeute, ça c'est mon avis, on a une responsabilité. On a pris cette responsabilité, peut-être pas du bonheur, mais parfois aussi du bonheur de la personne qui vient nous voir parce qu'elle veut sortir d'une certaine souffrance. Donc, quand on se forme, on ne fait pas ça c'est pas récréatif. On reçoit des personnes dans des douleurs extrêmes, dans des problèmes réels,
Et en face, on doit être extrêmement responsable, si tu veux. Et cette responsabilité, peut-être qu'elle nous pousse à être tout le temps à l'affût de transformer notre outil. Et peut-être c'est le prix à payer. La polémique, bon, en parenthèse, c'est un sport national. Un petit peu. Donc, on n'y dérange pas. Mais j'en fais partie, je le sais. Voilà, c'est humain. Tu vois. Mais peut-être, est-ce que tu penses que c'est une, comme je pense, est-ce que c'est une responsabilité qu'à un moment ou à un autre, le praticien doit être, de prendre ses responsabilités, de dire, écoute, cet outil-là n'est pas bon, et ça va être positif pour le praticien dans sa pratique, et puis même dans sa façon de vivre sa pratique, puis surtout pour la personne qui vient le voir. Moi, j'en parle ouvertement, hein. C'est-à-dire que si tu regardes sur Hypnose CHN, je lance souvent les polémiques en disant, voilà, moi, je pense que cet outil sert à rien. Et puis du coup, bah, ça va rentrer dedans. Des fois, je troll un petit peu parce que ça fait réagir et ça permet justement de Oui. débroussailler un petit peu le truc. Mais c'est ce que je pense. Je pense que le praticien, oui, il a intérêt à être à l'affût et, euh, et à choisir. Choisir ce qui lui parle en écoutant un petit peu le monde de l'hypnose. C'est-à-dire, il y a des groupes où il y a beaucoup de praticiens et c'est intéressant d'aller voir sur Hypnose, par exemple, le groupe de Philippe Miras ou sur d'autres groupes. Enfin, celui-là est celui qui, moi, en tout cas pour l'instant, c'est celui où j'arrive encore à trouver des infos qui sont intéressantes. Et je pense que justement, le praticien doit être à l'écoute et sentir ce qui lui parle pour aller chercher, non, pour qu'il ne se retrouve pas. Il y a des élèves, par exemple, des stagiaires qui ont été dans une école et qui sont persuadés d'avoir un formateur qui leur parle, quand ils le regardent pratiquer sur des vidéos ou des choses comme ça leur parle, et ils se retrouvent avec d'autres personnes et qui leur parlent beaucoup moins. Ça, c'est dommage, par exemple. C'est-à-dire que moi, je dis aux praticiens, surtout, n'allez pas choisir un contenu pédagogique, allez choisir un praticien. Oui. Parce que ça vous permettra, qui vous parle, qui semble être en adéquation avec le style d'hypnose vers lequel vous voulez aller, et multiplier les visions. Alors par contre, c'est vrai que ça impose aux praticiens de donner un petit peu de contenu gratuit aussi, parce que Oui. sinon ça coûte cher. Moi par exemple, je partage pas mal de choses parce que je pense qu'avec ces partages, on peut quand même faire évoluer notre pratique. Bien sûr, je ne décortique pas tout parce que sinon, j'ai plus de métier. Oui. C'est-à-dire qu'il faut trouver le dosage. Sur Hypnose CHN, par exemple, c'est mon groupe qui est réservé aux lecteurs et aux stagiaires. Je donne beaucoup d'infos libres, gratuites. Et ça permet aux stagiaires de se faire une idée, et aux stagiaires ou aux lecteurs de se faire une idée Oui. à moindre prix. Et peut-être même de déjà faire évoluer leur Alors, pratique. ce n'est pas forcément à moindre prix parce qu'on a tous la même démarche si tu veux quand tu es dans le métier de l'accompagnement et que tu aimerais que les gens, pas forcément que tu te fasses plus de fric, hein, on ne fait pas ces métiers-là pour ça, mais surtout pour faire adhérer les gens à une idée, à une belle idée ou une belle pratique. Euh, ce qu'on appelle contenu, en vrai, il n'est pas gratuit ce contenu. Il a de la valeur. Il est offert en vrai. Et c'est cette démarche-là, si tu veux, qui est en contradiction peut-être avec une démarche plus commerciale, purement commerciale. On se dit, si je donne trop, je perds un petit peu de la clientèle ou je perds de l'attrait. Et c'est vraiment le contraire de ce qui se passe. Moi, je te le dis par expérience, je poste quasiment une vidéo par jour sur YouTube, ça peut être énorme pour certains à entendre, mais plus tu donnes finalement, plus tu reçois. Alors, tu ne peux pas aussi, dans un autre sens, même si tu donnais toutes tes formations gratuitement, ça n'équivaut pas en fait à de l'interaction, à une véritable formation avec un véritable formateur. Donc, même si tu donnes toutes les informations, donc moi-même je donne quasiment tout ce que je peux, mais c'est la magie justement de l'enseignement, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'interaction. Dans mes livres, il y a quasiment tout, par exemple. Oui. Les deux livres, Hypnose Levier et Guide pratique d'hypnose rapide, il y a à peu près tout. Par contre, c'est vrai que c'est difficilement digérable Oui. sans qu'il soit présenté. C'est-à-dire qu'il faut le prendre vraiment petit bout par petit bout. Et je les ai écrits pour qu'ils soient pratiques, c'est-à-dire que chacun peut y tirer de l'information, la tester en cabinet. Et si c'est fait, si cette exploration est faite, alors ils peuvent acquérir tout ce qui est dans le livre. Donc, mais par contre, souvent, on va être plus, enfin moi je nous vois plus comme des facilitateurs d'acquisition. Le but, c'est de permettre à la personne d'acquérir plus facilement l'information.
Et les vidéos que je partage sur mon groupe, etc., pour remercier mes lecteurs, pour les faire évoluer, les questions auxquelles je réponds, c'est vraiment dans ce but-là de les faire évoluer, de les rendre plus autonomes dans leur apprentissage aussi. Parce que je pense qu'on peut apprendre beaucoup par soi-même et des fois on dit qu'il faut avoir fait telle école pour pouvoir travailler. Il y a des autodidactes qui sont bien meilleurs que des personnes qui se sont formées dans une école. Oui. Il y a des autodidactes qui vont être extraordinaires parce qu'ils ont vraiment exploré l'outil, ils l'ont vraiment testé et c'est ça qui les a formés vraiment. Donc, effectivement, il faut de l'interaction. Effectivement, moi, j'essaye de trouver, parce que je pense que si on donne tout à la manière dont je voudrais le donner, je perds quand même pas mal de monde. Hein, parce que, C'est vrai? ah bah oui, parce que la manière dont je pense le donner fait qu'il n'y a plus besoin de moi, du coup. Enfin, pour le coup. on aura toujours besoin de toi parce que c'est toi qui initie, si tu veux, la méthode. Ça sera peut-être même contre-productif, le fait de tout donner. Parce que la personne ne comprendra pas forcément les Lego dont tu parlais tout à l'heure, dans quel ordre il faut assembler les pièces. Oui, c'est ce qui se passe avec Trajet, par exemple. Dans C'est un l'hypnose de vie, acronyme. je présente. Oui, c'est un acronyme qui Oui. présente comment, en cherchant le temps, la réalité dans ce temps-là, puis les jugements, les émotions et les solutions inefficaces, etc. Et les attentes. Comment on peut explorer un entretien très rapide, en 4 ou 5 minutes. D'ailleurs, là, bientôt sur Hypnose CHN, je vais partager une vidéo où on décortique des débuts d'entretien. Donc, qui est particulièrement intéressant pour voir Trajet en marche. Mais ça, si on ne le met pas, c'est vrai que si on ne fait pas des vidéos de démo, des vidéos commentées, des choses comme ça, c'est très compliqué. Moi, par exemple, l'hypnose levier est en mode masterclass maintenant. C'est 2 personnes qui travaillent, on les coupe, on arrête. Il n'est plus en mode je travaille par 3 qui ne sert à rien, puisque les personnes n'ont pas acquis l'outil, donc elles se confortent dans un outil qu'elles n'ont pas compris. Donc, on travaille que en mode masterclass. Mais c'est souvent ces vidéos-là de présentation ou de pédagogie, en fait, elles ne servent pas tant à former la personne qu'à, comme je disais tout à l'heure, élargir le cadre de réflexion. Se dire, tiens, il y a une autre façon de faire, une autre façon possible de faire et de faire bien les choses. Et c'est ça qui va titiller un petit peu la curiosité, que la personne va se dire, ben, j'ai peut-être envie d'y aller, peut-être envie d'essayer. C'est exactement ça en fait. Je pense que, par exemple, les grandes écoles, elles donnent un cadre pour apprendre qui est bien pour apprendre. Mais elles n'expliquent pas comment en sortir. Et le vrai problème, c'est que souvent, les gens se retrouvent avec je sais pas, une quinzaine de protocoles et à chaque fois, ils se demandent quel protocole j'utilise. Et c'est cette sortie du cadre que Laurent propose, un petit peu. C'est cette sortie du cadre que Laurent propose, que moi je propose et que Antoine propose, pour simplifier les choses. Et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer. Et on n'est pas en bisbille, en fait. Par exemple, les grandes écoles, elles forment, elles donnent un premier truc. Mais si on s'arrête là, il va falloir être un explorateur pour se dire, tiens, ce protocole-là, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dedans et comment je peux l'agencer différemment. Et c'est notre rôle, on facilite ça, je pense. Et du coup, il y a plusieurs rôles et je ne sais pas si on peut tenir tous les rôles, en fait. Je pense que c'est compliqué. Moi, je suis en train d'essayer. Est-ce que c'est indispensable? Moi, je suis en train d'essayer de créer une pédagogie, en tout cas telle que je le perçois. Je suis en train d'essayer de créer une pédagogie qui part de la base et qui amène jusqu'à l'ouverture, le moment où on est autonome et on construit sa recette. Mais pas avec nous-mêmes, avec ce que nous donne le client. C'est-à-dire que la recette va venir du client à condition qu'on soit capable de la capter. Et pour ça, pour la capter, il faut savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. Et le but, c'est de créer ça. Ça demande beaucoup d'investissement et ce n'est pas si simple. Et pour le coup, c'est de la création. Parce que je pourrais très bien faire comme c'est déjà fait. Je reprends le hypnose de Lockhart et puis je crée mon cours et puis ça marchera très bien. Je vendrai. Mais ce n'est pas ça que je veux. Oui. Et ce que je veux, c'est être efficace. C'est amener les gens à l'être. C'est-à-dire amener les gens à être autonomes. Ouais. Mon but, c'est qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent ensuite explorer et ne pas se cantonner à ce que je fais, ne pas se cantonner à ce que fait Antoine, ne pas se cantonner à faire. Qu'ils puissent commencer à explorer vraiment.
et du coup à se nourrir. Parce que je pense que l'hypnose, c'est quelque chose auquel on n'a jamais fini de se former. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans ce métier, hein, parce que je me suis ennuyé dans tous mes autres métiers avant. Alors qu'en hypnose, je ne me suis jamais ennuyé. Et il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels j'ai trouvé ça. Donc, c'est vraiment un domaine où on va se former tout le temps. Et c'est pareil, il y a des praticiens qui vont par exemple multiplier les formations. C'est-à-dire qu'ils vont faire C'est une vrai. formation et puis tout de suite après, ils vont voir un autre. Mais non, mais ce n'est pas possible. C'est Parce vrai. qu'il faut déjà acquérir le premier outil. Parce que quand on sort de formation, même après 30 jours d'hypnose, il ne faut pas se leurrer, on n'a pas appris l'hypnose. Mm. On nous a donné des méthodes qui, si on les pratique, vont nous faire découvrir l'hypnose. Moi, quand je finis mon stage d'hypnose rapide, je leur dis, vous n'avez pas acquis encore ça. Par contre, vous avez tous les moyens pour l'acquérir vraiment. C'est-à-dire que je leur donne aussi les informations sur comment faire pour apprendre et devenir fluide avec ce que je leur présente, pour créer des automatismes de ça. Finalement, Donc, il y a ça. ça restreint un petit peu aussi le nombre de personnes qui vont rentrer dans ces métiers-là, parce que déjà, toutes les personnes qui se disent qu'elles ne sont pas créatives ou autonomes dans leur façon de… Tu as des personnes qui sont… alors moi, je pense sincèrement que toutes les personnes, tous les êtres humains sont créatifs, absolument tous. Ils le montrent d'ailleurs dans leur vie, mais peut-être qu'ils ne le voient pas assez. Parfois, ça se voit de manière très calamiteuse, hein. On a parfois des stratégies d'autosabotage que je nommerais de magnifiques. Parfois, c'est beau. C'est-à-dire comment on se crache dans la vie, tu vois. Et je leur dis parfois, je dis, écoute, ça, tu me dis que tu n'y arrives pas, ça, regarde ce que tu y arrives. Bon, c'est à l'envers, mais tu le fais de manière magnifique, tu vois. Et tu vas avoir, en fait, finalement, tu vas faire énormément d'efforts pour expliquer, c'est ce que je rencontre aussi dans mon métier, d'expliquer que la créativité, ça se travaille. Il faut juste accepter qu'on l'est créatif, c'est-à-dire sans forcément, c'est-à-dire c'est inné, c'est naturel chez nous, et que on va développer cette créativité, ces outils. Et c'est le postulat d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'enseignement, faire en sorte qu'il soit autonome. C'est le postulat même de l'enseignement, de l'éducation, faire en sorte que la personne que tu accompagnes s'émancipe de toi et s'émancipe de tes méthodes. C'est-à-dire qu'elle s'approprie ce qu'elle doit s'approprier, comme la plante dont tu as parlé tout à l'heure, qui a reçu voilà, qui a reçu la visite de ton chien. Cette plante-là, finalement, elle a besoin de personne. Elle a juste besoin d'eau et a besoin aussi de tous les constituants qu'elle trouve dans le sol. Et elle va pousser parce que, j'en ai parlé dans une vidéo, en fait, elle intègre en elle-même toutes les facultés de sa future puissance. Elle les a déjà. C'est juste qu'il faut parfois, peut-être que tes formations ou les formations d'autres praticiens qui sont dans une démarche un peu plus différente, on va dire, pour être méchant, peut-être que ces démarches-là permettent l'éclosion de cette créativité-là. Après, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas trop se leurrer non plus, et je le dis à tous mes praticiens, c'est… alors, je ne vais pas le dire comme le dit Laurent, parce que je ne me rappelle plus comment il l'avait dit exactement, mais ça vient de lui, et je trouve que c'est hyper pertinent. C'est un jour, je crois, il était dans une formation, où j'étais là, mais je ne me rappelle plus exactement ce qu'il a dit, et il a posé la question, quelle est la différence entre un praticien et un bon praticien? C'est un peu le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, j'allais te Euh, poser cette question justement. ah, bah, je suis de son avis, donc je vais y répondre. C'est que le bon praticien, il est prêt à faire ce que n'est pas prêt à faire l'autre praticien. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail dans ce métier. se mouiller, mouiller la chemise. Ouais, et c'est vraiment, enfin, par exemple, il ne s'agit pas de lire un bouquin, parce que lire un bouquin, ça ne sert à rien. Lire Erickson, ça ne sert à rien. C'est le lire et l'explorer. C'est-à-dire, ah bah tiens, je vais tester ce truc-là, je vais le mettre en pratique, je vais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça donne, ce truc-là? Euh, Parce que ça demande d'être explorateur. Et tout le monde est créatif parce que tout le monde a des associations d'idées. Mais par contre, tout le monde ne fera pas ce travail-là. Et il y a des praticiens qui vont s'éteindre à cause de ça. Et c'est sûr, parce qu'il y a un vrai travail derrière. Et c'est un travail de presque toute une vie. Euh, Exactement, il faudrait déjà qu'ils déconstruisent, parce que on va revenir à l'école, c'est l'école, si tu veux, qui a posé ce cadre intellectuellement. Les croyances, les limites qu'on a, c'est l'école qui les a imposées, qui fait que tu as pas mal de praticiens qui arrivent dans ces métiers-là, euh, avec tout ce qu'ils pensent, enfin, tout ce que l'école a installé comme croyance en eux. Que l'école, notamment, ne t'apprend pas à être créatif. Alors, ça dépend. Il y a l'école, parfois Quand des je dis proches à école, je ne nous, parle pas parfois d'école des… d'hypnose, hein. Je parle de l'école, c'est-à-dire Ouais, maternelle. mais même l'école, je pense, elle n'est pas la seule. Je pense Hum, qu'on est dans
dans un mode de fonctionnement où globalement, il y a des écoles qui peuvent être exceptionnelles, il y en a d'autres qui vont être très rigides. Moi, je sais que j'ai eu des profs magnifiques, enfin incroyables. Je me Ouais. rappelle encore de mon prof qui s'appelait Guidicelli, qui était un prof de physique. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais s'il est, je le salue, s'il voit cette vidéo, qui m'a amené à devenir ingénieur en physique et instrumentation, tellement qu'il était incroyable dans sa pédagogie et dans l'autonomie qu'il nous donnait justement. Mm. Euh, donc, il y a des profs qui sont vraiment incroyables et il y en a qui, et parfois, ils vont être censurés. Et du coup, certains vont accepter la censure, d'autres non. C'est-à-dire, certains vont accepter le cadre rigide, d'autres vont le dépasser de plein de manières différentes. Mm. Donc, je ne pense pas que ce soit que l'école. Parfois, il y a des amis aussi qui vont nous verrouiller. Parfois, Oui, il y a des potes qui vont c'est nous le verrouiller. contexte. Parfois, hein. Donc, je pense qu'il y a plein de contextes où on peut être verrouillé. Je pense que c'est les expériences de vie, quelles qu'elles soient, qui vont parfois nous amener à nous dire il faut que j'acquière ça, je vais faire cette école, et comme ça, je l'aurai acquis. Mais ce n'est pas vrai. Quand on fait une école, ça nous donne des méthodes. Mais l'acquisition, pour l'hypnose en tout cas, elle va être permanente et elle va être remise en cause tout le temps. Et je pense que dans beaucoup de métiers, c'est comme ça. Un couvreur de toit, quand il a acquis la manière de se ceinturer, de s'assurer, Mm. etc., la manière de poser les briques, peut-être que il aura un petit peu moins de choses à apprendre. Mais quand il y aura de nouvelles surfaces pour créer la toiture, il va devoir se mettre au goût du jour, sinon il va péricliter. Mm. Euh, En hypnose, c'est pareil. Dans les énergies, c'est pareil. L'énergie renouvelable, si on n'y va pas, on risque Oui. à un moment de disparaître. Donc, c'est pareil dans tout et je pense que c'est très important. Il y a un vrai travail et on doit donner le goût de ce travail. Et quand on forme, on doit donner le goût de ce travail au maximum. Moi, par exemple, euh, je pense vraiment qu'on doit initier ça dans la formation. C'est-à-dire que des fois, on doit les mettre par groupe et leur dire, tiens, explore ça et décortique-le. D'accord. Et teste-le et dis-moi ce que ça donne. Pour donner ce côté un petit peu, je ne sais pas ce que ça va donner, vas-y, donne-le. Pas le dernier stage d'hypnose rapide, mais celui d'avant, par exemple, j'avais lu une étude de Kirsch et Comet, je crois, Mm. et je m'étais dit, ah, c'est intéressant ça. Je leur ai fait tester. Je leur ai dit, testez-le, allez-y, testez-le, on va voir ce que ça donne. On Finalement, va faire tu transmets le processus créatif. Ouais, le processus créatif, le processus d'exploration. Moi, je parle beaucoup d'exploration. Et je pense vraiment qu'on doit explorer les outils qu'on nous transmet, qu'on doit et ce mode d'explorateur, je parle souvent d'Indiana Jones de l'hypnose, à un moment donné, on peut pas s'affranchir de ça, c'est pas possible. Mm. Si on regarde, chez Ericsson, on a souvent parlé de ces méthodes indirectes, de tout ça, mais en fait, chez Ericsson, c'est plus intéressant de regarder son regard et la manière dont il est avec la personne. Oui. Son regard est un regard d'explorateur, c'est-à-dire que c'est un regard à la fois enfantin et d'explorateur. Et quand il est avec une personne, C'est ça vrai se qu'il y a transmet il dans y a une son œil. lueur en fait dans ses yeux. Exactement. Oui. Et ça, ça se travaille, je pense. On doit être explorateur. Et souvent, les hypnotiseurs, d'ailleurs, vont être verrouillés parce que ils veulent que l'effet qu'ils proposent marche. Oui. Mais ce n'est pas le but. Moi, je parle souvent de cadre exploratoire. Le but, c'est d'explorer quelles sont les méthodes qui mènent la personne en état d'hypnose et quelles sont celles qui la verrouillent plus et qui sont plus compliquées. Après, Et ils ont aussi cette pression-là de se dire, mon client qui vient me voir, il va lâcher un petit billet, il faut absolument qu'il parte avec un résultat. Ils ont aussi cette pression. on peut travailler sans cette pression, hein. Oui. Moi, je leur présente le cadre exploratoire. Je leur dis, moi, à mes clients, je présente ça à mes stagiaires aussi, mais à mes clients, je leur dis, voilà, je ne vous connais pas, ça fait 5 minutes que vous êtes là, vous m'avez parlé un petit peu de ce qui vous amène, de votre problème. Maintenant, comme je ne vous connais pas, l'important, c'est d'explorer ce qui fonctionne le mieux pour vous amener en état d'hypnose. Et ensuite, on explorera toutes les méthodes qui peuvent permettre d'aller vers votre changement. Je ne sais pas laquelle fonctionnera le mieux pour vous, C'est une démarche qui est assez honnête parce qu'on finalement. doit explorer. Et c'est cette exploration qui va permettre d'aller vers le changement de la Hum. personne. C'est pas de se dire je vais faire cette méthode et je vais actionner ce levier et cette induction et il faut que ça marche. Ça marchera jamais C'est parce super que intéressant je comme vais être démarche parce que tendu. la personne qui vient te voir, tu le sais que la personne quand elle vient, elle a toujours des objections face à l'hypnose. Toujours, elle se dit, bon, à quel moment je vais sortir ma carte bleue ou je vais balancer mon secret de famille. Tu vois, les gens Oui. toujours ont peur de perdre le contrôle. Et le fait d'aborder la personne justement avec cette sincérité, je pense que ça aide aussi. Quel est ton retour justement sur ça? Ça doit aider les personnes à s'impliquer dans la séance.
Ouais, moi, ce que je dis souvent à mes praticiens, c'est ne vous justifiez pas et ne vendez pas, parce que ça sert à rien. Soyez juste vous-même avec l'autre. Mais c'est pas si simple. Par exemple, le cadre exploratoire, celui que j'ai présenté, permet un petit peu de faire ça. Parce que finalement, c'est ce qu'on fait avec un client, on explore. Mais par exemple, une personne me dit, est-ce que vous allez me faire sortir la carte bleue? C'est parce qu'il y a des clients qui osent te le dire. C'est Oui, rare, mais il y a des clients qui osent te le dire. Mais moi, je ne vais pas me justifier vis-à-vis de ça. Je vais leur dire, ça dépend. Est-ce que vous avez un compte un compte en banque bien fourni? Auquel ouais. cas, ça peut m'intéresser. Parce que c'est une question qui n'est pas analytique. C'est une émotion Émotionnel. qu'ils ont Oui, derrière, c'est une peur. une Donc, peur. si Oui. on l'adresse analytiquement et qu'on se justifie, mais non, vous savez, en hypnose, on ne peut pas faire n'importe quoi à quelqu'un, ce qui est complètement faux en plus. Euh, si on dit ça à quelqu'un, c'est pas pour ça, c'est pas pour On ça va qu'il aura. l'ancrer dans sa croyance. Ouais, pourquoi il nous croirait en plus? Parce que Pourquoi se il nous dit, il est en train croirait? de se justifier, il est en train de, bon, voilà, de la faire à Ça risque de l'envers. créer Oui, l'inverse. Donc, quand une information est demandée émotionnellement, il faut l'adresser émotionnellement. oui, En faisant rire la personne de ça, elle ne me pose plus la question. C'est oui. comme j'avais une dame, juste pour donner un autre exemple, une dame, mais est-ce que vous pourriez me faire faire la poule? Je fais, ça dépend, ça voudrait dire quoi faire la poule? Elle me dit, ça serait faire. Mais elle voulait Vous faire venez la de le poule ou faire. elle avait peur de faire la poule? Elle avait peur de faire la poule, Ah, que je lui fasse faire la poule. Et je lui dis, mais ça serait quoi? Et elle me fait, j'ai fait, vous vous le venez de le faites faire. déjà. Oui. Même pas besoin d'hypnose. Et puis du coup, elle a explosé de rire et elle m'a plus jamais posé la question. D'accord, Parce qu'elle a vu que j'étais à l'aise avec, oui. elle a vu qu'elle a rigolé de ça, du coup, elle a éteint sa peur. Parce qu'elle a rigolé de ça. Alors que si je me justifie en disant, mais non, vous savez, on ne peut pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne voudrait pas, Parce que euh, là, on est en train de régurgiter le cours quand oui, on fait ça. alors que c'est pas vrai, hein. On peut faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. Oui, Sinon, les pervers narcissiques n'existeraient pas. Comment on détruit la confiance de quelqu'un? oui, Petit à petit, en jouant avec des outils comme le push-pull, qui peuvent être utilisés aussi en hypnose. oui, Donc, c'est pas relatif à l'hypnose, c'est relatif à la communication. On peut faire mal avec la communication, donc avec l'hypnose aussi. exactement, exactement. Alors, c'était ma dernière question. Tu as y répondu. Comment devenir un... Quel est ton conseil pour devenir un bon praticien en hypnose? Tu viens juste de Bah, spoiler. ouais, je pense que pour devenir un bon praticien en hypnose, déjà, il faut avoir une attitude dès le départ qui est une attitude d'exploration. C'est-à-dire que pour choisir son école, il faut explorer l'école. Ça commence là déjà. C'est-à-dire ne pas s'arrêter à la façade, rencontrer les formateurs, discuter avec eux. C'est pas toujours simple, mais ça donne une information si c'est pas simple déjà. Donc c'est d'aller explorer, de poser des questions par mail, d'avoir une attitude proactive déjà, réactive déjà. Parce que ce processus va être actif tout le temps en hypnose. Pour progresser en hypnose, il faudra explorer. Donc, autant commencer dès le départ. Donc, c'est une Pour démarche à bien, avoir. ouais, c'est une démarche à avoir ou à travailler peut-être en amont. C'est-à-dire que si la personne, elle sent que quelque chose, on va lui enseigner et que c'est bon, elle va sortir de l'école et c'est bon, bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai et ça n'arrivera jamais. Et, Euh, et c'est pas vrai pour n'importe quelle formation, de toute façon. pour n'importe quelle N'importe quelle formation. discipline. C'est Hum, ça. Donc, si on n'a pas cette fibre explorateur, parce que c'est pareil, le métier d'hypno, c'est la réalité du métier, c'est qu'il y a de l'hypnose, et j'essaye moi que ce soit une grande partie hum. dans mon métier, parce que c'est ça qui me passionne, mais il y a aussi de la compta, et ça ne me passionne pas. Ouais, Il y a aussi se développer, et la ça ne me passionne pas communication, non tout ça, plus. oui. Et la communication, moi, on m'y a jamais formé, et je suis très mauvais là-dedans. J'ai un bon coach, je regarde un petit peu comment Laurent fait, Oui. parce qu'il est bien meilleur que moi, mais moi je suis nul là-dedans, mais vraiment nul. D'accord? Mais j'explore. Ça D'accord? reste une J'explore. croyance. Ça reste une croyance, C'est une mais qui croyance. se vérifie par pas mal de points quand même. Non, là ça commence à aller mieux quand même. Ouais, mais Mais voilà. souvent, quand je communique, quand j'ai une bonne stratégie commerciale, c'est souvent parce que j'y ai pas réfléchi. Par Alors, exemple, c'est ce que j'allais te dire, justement. les livres, j'y ai pas réfléchi. À la base, c'était des supports de cours. Et en fait, ils sont Justement, partis comme des justement, petits c'est ce pains. que justement j'essaie de te transmettre dans ma pratique tous les jours, c'est que si tu veux te développer vraiment et de manière pérenne, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est que c'est vraiment de capitaliser vraiment sur ce qu'on est, sur sa, peut-être pas sa plus-value, sa singularité. Et c'est ça, sur ça en fait qu'il faut s'appuyer. C'est sa robe de lancement finalement, soi-même. Je pense. Par contre, ça demande un travail perso, souvent. Comme pour Euh, l'apprentissage de l'hypnose, Comme pour l'apprentissage de l'hypnose. ça Ça demande. demande d'enlever certains filtres qu'on se met. Hum, hum. Euh, Parce que devenir l'hypnotiseur, ça n'est pas mimer un hypnotiseur.
Devenir l'hypnotiseur, c'est le sentir en soi. Ouais. Mais il y a des choses qui font faire des raccourcis vers ça. Alors sûrement toi, par exemple, sûrement que toi, tu fais faire des raccourcis vers ça pour que Mm. les gens ils viennent toucher eux-mêmes. Je connais un petit peu moins ton travail, c'est-à-dire Mm. que maintenant que tu m'as contacté, je vais être curieux, explorateur. Mm. Mais par exemple, Laurent Bertin fait ça très bien aussi. Oui. Il y a une autre personne qui s'appelle Jean-Pierre Chaudot qui fait ça très bien aussi. Mais par contre, si on vient me voir moi pour le côté commercial, c'est une erreur, faut pas, c'est pas la peine. C'est vraiment pas mon domaine, clairement pas. Donc, il faut aller voir les personnes qui sont comme toi, comme Laurent, qui vont permettre de développer soi-même. Moi, c'est pas mon métier, et puis c'est pas un métier qui me plaît d'aider les personnes à faire ça. Mm. Moi, ce que je leur aide, c'est à explorer, à découvrir l'hypnose. C'est l'hypnose qui me passionne. C'est en D'ailleurs, ça je que tu suis es même, plus efficace d'ailleurs. oui, d'ailleurs, je suis même pas venu. Je suis même pas venu à la thérapie pour la thérapie. C'est-à-dire Mm. que aider l'autre n'est pas ma passion. Ce qui peut Alors, c'est paraître quoi ta passion, bizarre. Ma justement? passion, c'est vraiment l'exploration de l'autre. D'accord. C'est d'explorer l'autre. Qui change, c'est pas ma passion. D'ailleurs, ça me sauve de certains travers. C'est-à-dire D'accord. que personne ne pourra me mettre en position de sauveur. C'est pas possible. Et D'accord. pourtant, la position de En sauveur, c'est fait, un sacré c'est travers. l'expérience en elle-même. Ouais, c'est l'expérience en elle-même qui me passionne. C'est l'hypnose qui me passionne. Moi, c'est pour ça que j'ai failli arrêter l'hypnose. Parce que quand on m'avait enseigné l'ADO, Mm. je faisais 40 minutes d'entretien, je faisais 10 minutes d'induction. Maintenant, c'est l'inverse. Je fais 5 à 10 minutes d'entretien maximum Oui. et 40 minutes d'exploration, voire 50, voire parfois 1 heure. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est d'explorer l'autre dans ce qu'il est par l'expérience et non pas par l'analyse. C'est une démarche Euh, scientifique pure, hein, finalement. En tout cas, ça s'en approche, oui. Après, ça dépend parce que si tu prends les maths, par exemple, qui sont la science la plus pure, Mm. les maths vont parfois se faire beaucoup dans la tête aussi. Oui. C'est-à-dire il peut y avoir un peu des deux. Moi, par exemple, en hypnose, je suis dans ma tête, mais parfois, mais pas quand je suis avec quelqu'un. C'est-à-dire que quand j'explore chez moi en me disant, tiens, qu'est-ce que je pourrais tester en ce moment, je suis un peu dans ma tête. Oui. Il y a besoin des deux, hein. Mais pas quand je suis avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un pour qu'il change, je suis là à explorer comment il fonctionne, à explorer comment est son problème, à explorer les phénomènes hypnotiques qu'il y a derrière, à On développe explorer. finalement aussi une autre forme d'intelligence. Oh, je pense, oui. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est une intelligence, en fait, Expérientiel pour moi. c'est ça, c'est ça. Une intelligence aussi pratique, Oui, c'est ça, une pragmatique. intelligence pratique qui passe par l'expérience. À mon sens, c'est l'essence même de la science. L'expérimentation, de manière très empirique au début. Ensuite, on arrive quand même à se dégager certains process, parce que tout n'est pas aléatoire, quand même. Bien sûr. Mm. Ça rejoint la physique. Moi, j'adorais la physique justement pour ce côté-là. Parce que on nous expliquait comment mesurer la vitesse de la lumière. Oui, Mais c'est le jour où j'ai utilisé un Michelson-Morley, un outil qui s'appelle le Michelson-Morley, que oui, j'ai vraiment découvert comment on l'a calculé. d'accord. Et là, je me suis dit, wow, mais c'est génial. Et c'est là que j'ai intégré. Par exemple, la transformée de Fourier, pour ceux qui connaissent, en maths, je n'ai jamais réussi à l'intégrer. Mais dès que je l'ai appliqué en physique, D'accord. j'ai réussi à l'intégrer et à m'en servir facilement. En hypnose, c'est pareil. Il y a des outils, quand on m'en parle, je me dis, il faut que j'explore, j'en sais rien. Et quand je l'explore, je me dis, ah ouais, c'est génial. Par exemple, Antoine m'a présenté un truc pour l'imaginaire, pour développer l'imaginaire. Quand il l'a présenté, je me suis dit, ouais. Quand il l'a fait, j'ai fait, la vache, ça C'est déchire. différent, oui. Ça déchire. C'est-à-dire que si vous voulez aller explorer l'imaginaire, c'est-à-dire comment rentrer dans de l'imaginaire, allez voir Antoine. Il est super doué pour ça. Il a développé une stratégie hyper simple, Mm. vraiment simplifiée, et pour faire ça. Moi, je l'enseigne un petit peu, mais j'enseigne le tout début. D'accord. D'accord, et je dis, allez voir Antoine pour la suite. D'accord. Parce que c'est pas mon outil, c'est le sien. Mais il est très, très bon là-dedans. Très bien, super. Écoute, on va arrêter là parce que on peut continuer pendant 2 heures comme ça, c'est super Moi aussi. intéressant. Oui. Merci beaucoup. Je te remercie. J'espère que ça aura apporté à ceux qui vont regarder la vidéo et que ça J'espère t'aura aussi. apporté aussi. Je pense. Merci à toi. Ça apporte quelques éléments assez solides de réflexion. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as... Alors, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu vas faire Alors, mon actualité, dans les prochains mon jours? site, c'est centre-hypnose-nice.fr. Mhm. Mon actualité, pour l'instant, je fais des stages et je reçois en cabinet. Je vais lancer bientôt des supervisions. Il va y avoir plus de stages qui vont être faits en visio. Je travaille aussi sur une formation que j'avais annoncée pour premier trimestre 2021, mais je pense que ça va être retardé parce que cette formation, justement, sur le plan pédagogique, ça demande à beaucoup réfléchir.
Je préfère prendre mon temps et créer quelque chose de très, très intéressant Mhm. plutôt que de me presser. Parce qu'en ce moment, la visio, elle met la pression. C'est-à-dire qu'effectivement, avec le confinement, la visio commence à devenir intéressante Oui, et moi, je développe mes stages en visio. Ça, je l'ai fait. Maintenant, mes stages sont en visio et il y en aura même plus en visio, je pense, qu'en d'accord. présentiel, de plus en plus. J'ai passé ce cap-là, ça n'a pas été simple, mais ça a été intéressant. Donc, il y a des stages en visio qui vont arriver de plus en plus et il va y avoir aussi une formation qui va combiner, qui va s'appeler Structure du changement, SDC, qui va combiner des vidéos, du travail perso, qui va être très important, Oui, des vidéos, donc les gens pourront suivre à leur rythme, des vidéos, du travail perso, des webinaires, euh, des webinaires où on va pouvoir, des ateliers où ils vont pouvoir poser leurs questions, pratiquer, explorer, justement pour travailler cette exploration. oui. Donc des webinaires. Et ensuite, de la pratique en présentiel, si c'est possible, sinon qui se fera sur Zoom si le confinement D'accord. continue à nous péter et à nous saouler. Ouais, Voilà. c'est un bon programme. Et Très bon ensuite, les programme. livres, je suis auto-édité, donc ils sont disponibles uniquement sur Amazon, puisque c'est Oui, c'est ton éditeur aujourd'hui. ouais, c'est là où je me suis auto-édité, Très bien, parce que très bien. c'est Ben, plus écoute, avantageux. Jordan, merci beaucoup. Et bouge De pas. rien, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir. Je Oui, t'en prie, je je viens de pense voir. qu'on aura l'occasion d'en discuter plus tard, Oui. si ça te convient. On va explorer peut-être d'autres perspectives concernant ton métier de formateur et de praticien en hypnose. Donc, merci d'avoir suivi cette interview, cette vidéo qui est assez longue, je trouve, qui est assez intéressante. Alors, moi, c'est Salim Bouterfas. Je laisse toujours à la fin la présentation, parce que ce n'est pas le plus important. C'est ce que j'allais te Euh, demander. voilà, moi, c'est Salim Bouterfas. Vous pouvez me retrouver sur lecoindespraticiens.fr et éventuellement, si vous êtes praticien bien-être, donc notamment hypnothérapeute, entre guillemets, vous pouvez me retrouver sur le groupe Praticien Faites décoller votre activité sur Facebook. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis merci Jordan. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao.